Je vais tout de suite passer la parole à Mathieu Duplat. Et donc, Mathieu Duplat va vous parler du règlement prospectus. Mathieu Duplat est un avocat spécialisé en droit financier qui est associé chez Jones Day, qui est au cœur de beaucoup de dossiers que nous voyons passer à la FSMA et qui, je crois, est la personne idoine pour vous parler de ce règlement prospectus, dans la mesure où il a la pratique des prospectus et il a vu l'évolution de celui-ci. Il est aussi professeur à la faculté de droit de l'UCL et donc je lui passe la parole pour 40 minutes, paraît-il. Parfait, je vous remercie. Voilà, donc je vais vous parler du projet de règlement prospectus en peu de mots. En 40 minutes, je vais d'abord commencer par faire un bref historique pour les plus anciens de l'origine de ce règlement prospectus. Pour ceux qui s'en souviennent, la première directive prospectus, parce qu'avant tout était affaire de législation nationale, et d'ailleurs tout se passait très bien, sans même de prospectus pour beaucoup de produits financiers. Mais en 2003, une première directive prospectus a été adoptée par le Conseil et le Parlement. Elle devait être transposée avant le 1er juillet 2005. C'est seulement un an plus tard que la loi belge de juin 2016 sur les prospectus, qui a un nom un petit peu plus long, mais enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle, a été adoptée. Et certains s'en souviennent, on s'est d'ailleurs posé des questions de savoir qu'est-ce qu'il fallait appliquer entre la date ultime pour transposer la directive prospectus et le moment où la loi belge est entrée en vigueur. Deuxième étape, une nouvelle directive prospectus adoptée fin 2010 qui devait être transposée pour le 1er juillet 2012. Là encore, parce que c'est toujours un petit peu plus compliqué que prévu, eh bien, cette nouvelle loi ou ces amendements à la loi prospectus ont été adoptés plus tard et la Belgique n'était d'ailleurs pas du tout le seul pays dans ce cas. Un petit peu plus tard, en septembre 2015, la Commission européenne a présenté son plan d'action pour l'union des marchés de capitaux parce que avoir des marchés de capitaux qui fonctionnent de manière efficace en Europe était vu, et à juste titre, je pense, comme une priorité. La réforme du prospectus, on verra quelle est la raison d'être de cette réforme, était et est toujours la priorité dans le cadre de ce plan. C'est donc une nouvelle vague d'instruments européens. On verra que ce n'est plus une directive, mais un règlement qui sont adoptés. Les débats ont été assez rapidement et le 8 décembre 2016, il y a eu un accord politique entre le Parlement, le Conseil et la Commission sur le contenu du règlement prospectus. Alors, juste une petite... Donc il y a un accord politique, il n'y a pas encore de texte officiel, mais il y a un texte qui a fait l'objet de l'accord, qui n'existe qu'en anglais. C'est pour ça que mes slides sont en anglais, puisqu'il n'y a pas encore de texte français du règlement prospectus. On a choisi la voie du règlement parce que on s'est dit, vous connaissez la différence entre une directive et un règlement. Une directive doit être transposée par les législateurs nationaux avec le risque de gold plating, le temps que ça peut mettre. Et donc, on s'est dit que ce serait peut-être plus efficace d'adopter un règlement prospectus qui est donc applicable directement à une date qui n'est pas pour tout de suite, puisque ce sera sans doute en 2019 ou quelque chose comme ça. Mais on verra, en regardant un peu ce qui est contenu dans le règlement prospectus, que le rôle du législateur national reste encore absolument important, parce qu'il y a des pans entiers, notamment pour les offres en dessous d'un certain seuil, qui échappent complètement au régime harmonisé du règlement. Ce qui veut dire en pratique que ce seront les législateurs nationaux qui vont décider à partir de quel seuil, notamment, on doit avoir un prospectus. Il y a également une série de sanctions qui devront être adoptées par les législateurs nationaux selon un canevas
prévues par le règlement, mais ça n'empêche qu'il y aura encore des choix importants qui vont devoir être faits par les législateurs nationaux. Et donc, ce n'est pas parce que c'est un règlement que toutes les difficultés d'harmonisation vont disparaître. Au contraire, je pense que le rôle des législateurs nationaux et ensuite des autorités compétentes, des régulateurs, sera extrêmement important. Alors, quelle est la raison d'être de cette réforme? Je pense que Thierry Leheste l'a bien expliqué. Un prospectus, c'est quelque chose qui coûte assez cher à préparer et qui n'est pas lu par le public à qui il est destiné, c'est-à-dire les investisseurs. Je pense que toutes les enquêtes le démontrent. C'est les investisseurs, soit sont plus sophistiqués, n'ont pas spécialement besoin d'un prospectus pour se faire une idée du produit qui est présenté, ou alors, en général, les investisseurs retail à qui on présente, donc les investisseurs particuliers à qui on présente un prospectus, en général, je pense que il y a un pourcentage très très bas qui dépasse la moitié de la première page en lecture. Donc, en fait, c'est quelque chose qui n'est absolument pas lu par le public à qui ce type de produit est destiné. Et ça remet en question, si vous voulez, un fondement qui était quand même un fondement assez fondamental des marchés financiers, qui est celui de l'information. Pendant longtemps, on a estimé que dès le moment où on informait complètement les investisseurs, eh bien, on pouvait absolument vendre tout et n'importe quoi. C'est quelque chose qui a été vraiment quelque chose d'assez fondamental, en fait, en la matière, et puis qui s'est arrêté assez brutalement avec la crise financière de 2008, où on s'est aperçu qu'il y avait des produits absolument pas du tout destinés au public à qui on les vendait, qui se sont retrouvés sur le marché, parfois avec une documentation, un prospectus extrêmement complet, mais que personne ne lisait. Et donc on a eu un mouvement, et qu'on remarque aujourd'hui, en tout cas en matière de produits, qui fait que de ce dogme de l'information qui suffisait, on est passé à quelque chose où on responsabilise plus les institutions financières. Et c'est notamment le moratoire sur les produits complexes. Maintenant, je pense aussi les dispositions du Code de droit économique sur lesquelles on va revenir. On demande de plus en plus aux institutions financières non seulement d'informer, mais également de veiller à ce que les produits qui sont mis sur le marché conviennent au public. Et dans un sens, on suit un peu l'évolution de l'industrie pharmaceutique, en fait, où pour mettre un produit sur le marché, eh bien, il faut d'abord avoir une autorisation. Quelque part, je crois, et c'est déjà le cas dans certains pays, en Belgique, on a également avancé dans cette direction avec notamment le moratoire sur les produits complexes. Certains textes européens demandent même aux institutions financières qui mettent de nouveaux produits sur le marché de pouvoir démontrer que ces produits apportent une plus-value aux investisseurs. Et pas seulement, et là je parle du monde des produits structurés, et pas seulement pour l'institution financière qui peut ainsi se défausser ou se décharger d'un risque auprès d'investisseurs. Donc on a un profond changement en matière de produits où on est passé du dogme de l'information, dès le moment où on vous informe des risques, même si c'est en tout petit caractère à la page 82, c'est bon, parce que les investisseurs sont censés l'avoir lu, à quelque chose de beaucoup plus de très différent. On a une modification vraiment des paramètres de l'industrie. Ça, c'est au niveau des produits. Par ailleurs, et ça, c'est également un point d'équilibre qu'on n'a jamais su trouver, il y a un problème pour les petites entreprises qui souhaitent accéder au marché. On a
pris pour point de départ, et je pense que c'est quelque chose qui est largement partagé au niveau européen, qu'il faut mobiliser l'épargne immense des Européens pour pouvoir financer l'économie réelle. Et à cet égard, les marchés de capitaux sont fondamentaux. Plutôt que de loger votre épargne sur des comptes d'épargne au demeurant très peu rémunérés, eh bien, c'est mieux, globalement, d'investir dans des entreprises, des grosses entreprises, bien sûr, mais aussi des petites entreprises qui vont pouvoir se financer à meilleur compte et qui vont pouvoir faire en sorte que l'Europe avance encore mieux que maintenant. Alors, il y a un problème, et c'est un problème à laquelle on n'a jamais su trouver une solution, et notamment donc, pour les PME, ce souhait de faire en sorte que l'épargne arrive, mais par ailleurs un souhait de protéger les investisseurs avec de l'information qui doit être fournie et qui coûte très cher. Pour des PME, aujourd'hui, et des PME, je parle même de PME relativement importantes, aller en bourse, ça coûte très cher parce qu'il faut engager des gens qui sauront naviguer dans ces dispositions. Il faut préparer un prospectus, il faut pouvoir suivre et continuer à informer le public avec des législations qui deviennent de plus en plus complexes. Face à ce problème, et ça, on est arrivé, pour ceux qui ont lu Balzac à l'époque, c'était la loi de la jungle, le marché, il n'y avait aucune règle, c'était à peu près des marchés initiés. Petit à petit, on a augmenté le niveau réglementaire, et aujourd'hui, on s'est rendu compte que ça coûte trop cher, que ce n'est pas toujours idéal, que du coup, on a beaucoup de petites entreprises qui quittent la bourse, et on a relâché une série d'exigences, et vous le verrez notamment dans le règlement de prospectus, qui vont d'ailleurs jusqu'à un relâchement complet en matière de crowdfunding, puisque aujourd'hui, on peut investir, certes, pour des montants pas spécialement élevés, mais avec plus aucune, alors vraiment plus aucune des mesures de protection qui existent et qui ont été créées suite à 80 ans d'histoire. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais donc l'objectif de cette modification et de ce nouveau règlement de prospectus, c'est faciliter la rédaction d'un prospectus pour les PME, faciliter également la rédaction des prospectus pour ceux, et je pense notamment aux banques ou aux grandes entreprises qui vont régulièrement sur les marchés, et également pour les émetteurs de titres qui ne sont pas des actions, donc des obligations. Réduire la charge administrative que cela signifie pour les émetteurs, tout en faisant en sorte que le prospectus soit quelque chose de plus significatif pour l'investisseur et qu'il puisse vraiment l'utiliser comme outil lui permettant d'investir. Alors, les grands principes dans le règlement prospectus ne changent pas. Il faut préparer un prospectus, soit si on offre des valeurs mobilières au public, ou bien, donc on verra ce que ça représente, qu'est-ce que ça signifie, l'offre au public, ça n'a pas beaucoup changé, ou bien en cas de demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé. Je vous rappelle que les marchés non réglementés, si vous faites un placement privé et que vous demandez la cotation sur un marché non réglementé, eh bien, vous échappez à toutes ces exigences. Alors, la définition du prospectus, on s'est posé beaucoup de questions. Ce n'est pas si anodin que ça. Là, vous la voyez sur le slide que par ailleurs vous avez reçu. On s'est rendu compte que les prospectus sont trop longs, qui sont effectivement écrits pas tout à fait en plain language, comme on dit, et je pense qu'il y a certainement des efforts à faire
là-dedans. Donc on a un wording qui est plus ou moins le même qu'avant, mais on a précisé que cette information doit être écrite et présentée dans une forme facilement analysable, concise. On s'est posé la question, faut-il mettre succinct ou concis? Enfin, je vous passe les détails des débats qui ont eu lieu au sein du Parlement et du Conseil, mais ça doit être écrit dans un langage facilement analysable, concis et compréhensible. On a donc une vraie référence à un souhait de faire en sorte que le langage qu'on utilise dans les prospectus soit quelque chose qui peut être compris par, je dirais, la plupart des gens. C'est déjà quelque chose qui existe aux États-Unis. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la question, les prospectus aux États-Unis, extrêmement techniques et compliqués, sont devenus de plus en plus accessibles à tout le monde, en ce compris ceux qui n'ont pas de connaissances particulières, à la fois dans ce que la société fait et en matière financière. On précise par ailleurs qu'on doit mettre de l'information dans le prospectus, qu'on ne doit mettre que de l'information qui est relevante, qui est pertinente pour les investisseurs qui sont visés par l'offre. Et ça, c'est quelque chose d'aussi nouveau. Alors, est-ce que ça va changer en pratique? Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit bien que l'accent est mis vers quelque chose de plus taillé sur mesure pour le public qu'on vise. Alors, différentes offres ne sont pas visées, en fait, par le règlement prospectus. Alors, certaines d'elles, c'est parce qu'elles sont visées par une autre législation. C'est le cas, par exemple, pour tout ce qui est les OPC, donc les offres, les organismes de placement collectif ouverts, parce qu'il y a une autre législation qui existe. Tout ce qui est titres de créance, obligations émises par des États membres, des régions, des autorités publiques, parce qu'on considère que ce n'est pas nécessaire de demander autant d'informations à une entité publique qu'à un organisme privé, avec le présupposé, qui n'est peut-être pas toujours confirmé dans la pratique, qu'un État membre va pouvoir plus facilement rembourser sa dette à l'égard des investisseurs qu'une société. Mais bon, voilà. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ça semble donc assez difficile de le renverser. Autre chose également, et qui est nouveau, toutes les offres qui ne dépassent pas 1 million d'euros, dans le texte de la directive prospectus, c'était 100 000 euros avec possibilité de monter un petit peu, on y reviendra. Mais tout ce qui est offre de maximum 1 million d'euros sur 12 mois échappe en fait à l'application du règlement prospectus. Et le règlement précise que les États membres peuvent prévoir d'autres exigences d'information, mais ces exigences ne peuvent pas être disproportionnées ou non nécessaires. Alors, ça, ce sera une question certainement pour le législateur belge, parce que ce n'est pas fini. On verra que le seuil, en fait, c'est plus haut que 1 million d'euros. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour les offres pour un montant de maximum 1 million d'euros? Soit on dit rien, soit on prévoit des exigences d'information qui ne peuvent pas être non proportionnées et non nécessaires. Autant vous dire que ça va susciter quelques questions. Ça, ce sont pour les offres, ou les types plus exactement de titres qui échappent à l'application du règlement prospectus. Par ailleurs, il y a des offres publiques de valeurs mobilières qui sont soumises au règlement prospectus, mais qui échappent à l'obligation de publier un prospectus. Et là, on a grosso modo des critères relativement semblables
à ceux existants. Ce sont les offres qui sont adressées à moins de 150 personnes, parce qu'on estime que là, on reste dans un cercle restreint. Lorsque l'investissement minimum par investisseur est de 100 000 €, les offres faites aux investisseurs qualifiés, les dividendes qui sont distribués sous forme d'actions, etc., etc. Pas beaucoup de changements, même si, à un moment, il y avait eu certains changements, mais enfin, voilà. Ici, ça reste relativement semblable à ce qui existe. Une autre exemption existe, donc une exemption de publier un prospectus, existe en cas d'admission à la négociation, puisque vous savez qu'il y a toujours deux volets. Il faut un prospectus lorsqu'il y a offre publique, ou bien, même s'il n'y a pas offre publique, admission à la négociation. Là, on a quelques modifications et j'insiste peut-être sur celle-là, qui est importante en pratique. Aujourd'hui, lorsqu'un émetteur qui fait par exemple une augmentation de capital de 10%, disons pas avec le droit de préférence à destination d'un investisseur particulier, eh bien on peut bénéficier d'une exemption de prospectus pour l'admission à la négociation des nouvelles actions. Le seuil est à 10% et c'est logique. Parce que si on s'adresse uniquement à des investisseurs, si on ne fait pas une offre au public, il n'y a en fait aucune raison de devoir préparer un prospectus, que là, pour le coup, personne ne va lire, même pas la moitié de la première page. On a relevé ce critère, on est passé de 10 à 20%, ce qui est une bonne chose en pratique, parce que ça permettra d'avoir plus de flexibilité, et surtout, on s'adresse non seulement à des émetteurs d'actions, mais l'exemption vaudra également pour tous les autres titres, en ce compris des obligations, parce qu'il arrive encore aujourd'hui qu'on ait une émission obligataire destinée à des investisseurs institutionnels. On prépare un prospectus, et puis il se fait que d'autres investisseurs un peu plus tard veulent avoir les mêmes obligations. Eh bien, dans ce cas, il faut préparer soit un nouveau prospectus, soit un supplément, parce que l'exemption n'était applicable que pour les actions. Eh bien, ce ne sera plus le cas, donc on a élargi, on a simplifié en fait la vie des émetteurs. Pour le reste, bon, vous verrez, il y a quelques changements, mais rien de très fondamental. Alors, en matière d'exemption de prospectus, et c'est là qu'on trouve un des changements les plus importants, l'article 3 prévoit qu'un État membre peut décider d'exempter les offres publiques de titres de l'obligation de publier un prospectus. Petit 1, si l'offre ne doit pas être notifiée dans un autre État membre, en pratique, si l'offre est limitée à un État national. Et 2, le montant total de l'offre sur une période de 12 mois est inférieur à 8 millions d'euros. Un État membre peut exempter. C'est-à-dire, enfin je vais revenir après en résumé, mais simplement, ce n'est pas applicable pour ces admissions à la négociation, et les seuils sont considérablement, enfin les seuils d'exemption possibles sont fort relevés par rapport à la situation actuelle. Pour résumer, pour les offres d'un montant inférieur à 1 million d'euros, eh bien, le règlement prospectus n'est pas applicable. Mais les États membres peuvent imposer certains critères. On verra quelles sont les exigences qui pourront être imposées dans le cadre de ce prospectus light. Entre 1 million et 8 millions d'euros, le règlement prospectus est applicable, mais chaque État membre peut fixer un seuil en dessous duquel il n'y a soit pas d'exigence de prospectus, soit des exigences d'un prospectus light, pour en tout cas les offres nationales. Et au-dessus de 8 millions d'euros, eh bien là, les exigences en matière de prospectus seront là. Mais donc ça veut dire en pratique
que le règlement prospectus ne va pas harmoniser l'ensemble des offres au niveau européen, puisqu'il faudra quand même chaque fois aller voir au sein des États membres quels sont les critères qu'on a, d'abord quel est le seuil qu'on a choisi, et quels sont les critères éventuellement d'un prospectus slides que l'émetteur devra préparer. Voilà, donc ça c'est déjà un changement assez remarquable. Alors le résumé. Pour ceux qui ont déjà lu un résumé de prospectus, ce n'est pas la chose la plus agréable à lire, malgré plusieurs tentatives de faire en sorte que ce soit des documents comparables. Mais aujourd'hui, un résumé de prospectus, c'est vraiment la dernière chose qu'on lit, parce que c'est extrêmement sinistre à lire, et c'est pas bon, voilà, l'information n'est pas spécialement utile. Alors on a, et je pense que tout le monde l'a remarqué, la Commission européenne également, et on a décidé encore, je ne sais pas la première fois qu'on change le format du prospectus, on a décidé d'adopter un format qui sera en fait identique à l'ensemble des produits financiers, pas seulement des actions et obligations. Donc on verra un peu ce qui va sortir d'ESMA, mais ce qui est assez remarquable, c'est qu'on a une longueur maximum de 7 pages, format A4. On est passé de 6 à 7 pages au cours du débat devant le Parlement. Alors, bon, on verra un peu, parce qu'il y a aussi des choses. On demande aujourd'hui de mettre dans le résumé certaines choses qui sont purement politiques, par exemple, quelle est l'empreinte écologique de la société. Donc il faudra faire preuve de beaucoup de talent, si je puis dire, pour résumer tout ça dans cette face de papier format A4 et pas en petits caractères, évidemment. Ça, c'est également précisé. L'idée, c'est, même si le prospectus doit être succinct et concis, eh bien le résumé devra être encore plus succinct. Ça sera vraiment l'essence même de l'information. On a une définition qui est, bon, voilà, qui est celle qui figure dans sur ce slide, mais ça sera certainement un travail assez périlleux de devoir résumer tout ça en si peu de place. Alors en ce qui concerne les prospectus de base, les prospectus de base, c'est en fait un instrument, un prospectus qui est utilisé par des émetteurs qui recourent fréquemment au marché, que ce soit des banques, mais également des corporés, des sociétés non financières importantes qui vont régulièrement sur le marché. Et plutôt que de devoir à chaque fois approuver un prospectus, de faire approuver un prospectus par la FSMA, on a un système qui fonctionne assez bien. Je dois dire, on a un prospectus de base qui est approuvé pour 1 an. Et puis, chaque fois qu'on va sur le marché, on complète simplement un petit document qu'on appelle les Final Terms et qui indique simplement quelle disposition du prospectus est applicable. Et ce petit document, il ne doit pas être approuvé par une autorité compétente, ce qui veut dire qu'on a potentiellement une possibilité d'aller assez rapidement sur le marché si une opportunité est trouvée. Par exemple, pour des entreprises non financières, elles sont parfois sollicitées par 1 ou 2 investisseurs qui se disent « Tiens, je serais intéressé de prendre des obligations à telle durée, mais il faut que ça aille assez vite. » Pas besoin d'avoir un prospectus ou de devoir faire approuver un prospectus pour ce genre d'offres. On a des investisseurs institutionnels qui connaissent très bien leur métier. Et donc, avec cet outil du prospectus de base qui est complété par des final terms, on a quelque chose qui est très
qui marche bien. Et le règlement, la Commission l'a bien comprise, et donc on va également prévoir la possibilité d'utiliser ce genre d'instrument, un prospectus de base, pour des titres autres que des obligations. Et ce serait notamment le cas, par exemple, pour des warrants, et pourquoi pas pour des actions. Sinon, pour le reste, il n'y a pas de changement fondamental. Alors toujours pour les émetteurs qui viennent fréquemment sur les marchés, on aura un système de prospectus qui devrait être plus facile pour eux. Alors aujourd'hui, un émetteur qui veut aller souvent sur les marchés, qui n'utilise pas un prospectus de base, il peut faire enregistrer son rapport annuel comme document d'enregistrement, donc qui est approuvé avant son approbation par l'Assemblée générale, par la FSMA, et ça rend plus facile après l'accès sur les marchés. Eh bien, ce système va être renforcé. Pourquoi ? Parce que ce document d'enregistrement, donc le rapport annuel de l'émetteur, qui aujourd'hui doit être chaque fois approuvé par la FSMA. Ce n'est pas toujours facile, pas parce que la FSMA est particulièrement difficile, mais parce que le timing est toujours un peu serré, forcément, puisqu'on est également tenu par des contraintes de temps. Il faut que le rapport annuel soit prêt 30 jours avant l'Assemblée générale, et donc il faut tenir compte. Enfin, voilà, le timing n'est pas toujours idéal. Ici, ce que le règlement prospectus propose, c'est qu'après 2 années où il faut une approbation par la FSMA, si vous êtes un bon élève, et qu'il n'y a pas eu trop de remarques de la part de la FSMA ou d'une autre autorité compétente, eh bien, les années suivantes, il ne faudra plus le faire approuver. Et donc, vous pourrez avoir un système de shelf registration, en fait assez similaire à celui qui existe aux États-Unis, avec beaucoup plus de facilité, évidemment, puisque ça vous permettra, une fois que les émetteurs ont compris un peu ce que la FSMA veut et ce qu'on attend d'eux, eh bien, le rapport annuel pourra servir de base au prospectus sans que cela ne nécessite plus d'approbation explicite par l'autorité compétente. Et pour récompenser ceux qui recourent à cela, le règlement prévoit une procédure accélérée d'approbation du reste du prospectus, qu'on appelle la Securities Note, c'est-à-dire les informations sur les titres offerts, en 5 jours ouvrables, donc 1 semaine, plutôt que 10. Donc, on va voir comment ça va marcher, évidemment, en pratique, mais en tout cas, l'objectif, c'est de faciliter la vie des émetteurs en réduisant la charge administrative. Encore une remarque, si une année, vous ne faites pas de Universal Registration Document, eh bien, votre système est perdu et il faut repasser par 2 ans d'apprentissage auprès de la FSMA. Alors, on va également mettre en place, mais ça ce sera l'ESMA, une procédure simplifiée pour toutes les moyennes et petites entreprises, mais la définition de moyenne et petite entreprise est très large, puisqu'on parle de sociétés qui ont une capitalisation boursière de moins de 200 millions d'euros. Et pour les entreprises de croissance, qui sont également un prospectus, un format de prospectus simplifié, on parle d'une capitalisation boursière de moins de 500 millions d'euros. Donc ce sera quelque chose qui sera destiné à beaucoup de sociétés qui sont cotées ou qui souhaitent être cotées sur le marché de Bruxelles. Et donc,
L'idée, c'est qu'on ait quelque chose qui soit mieux adapté et moins lourd que ce qui existe maintenant dans le règlement prospectus. Alors, pour les émissions obligataires, là, en fait, le marché fait une différence entre les émissions qu'on appelle wholesale, donc les émissions de gros, qui ont la caractéristique d'avoir les obligations ont une valeur nominale de 100 000 euros. C'est d'ailleurs le marché, c'est un marché obligataire immense en Europe, et en fait, dans la plupart des pays européens, c'est d'ailleurs le seul marché obligataire. La Belgique, avec quelques autres pays, mais la Belgique est certainement en pointe là-dedans, avec l'Italie et je crois que c'est vraiment les deux principaux pays, ont également un marché obligataire de détail, c'est-à-dire où on s'adresse aux investisseurs particuliers. Dans ce cas-là, la coupure des obligations est en général de 1 000 euros. C'est ça la différence aujourd'hui. Soit on a une coupure de 100 000 euros et des multiples, et alors on s'adresse à des gens sophistiqués, et on a moins d'informations à fournir. Soit on a une coupure de 1 000 euros, et là on s'adresse à des particuliers, et donc il faut, logiquement, donner plus d'informations, être plus prudent avec ce que l'on vend, parce que les investisseurs qui vont l'acheter n'auront pas nécessairement la même sophistication que ceux qui achètent sur le marché de gros. Alors, il y a eu beaucoup de discussions parce qu'on a voulu supprimer la différence et imposer les exigences applicables au marché pour les particuliers, donc aux petites coupures, à tout le monde. Ça, tout le monde s'est récrié parce que ça aurait signifié évidemment des charges administratives encore plus lourdes pour ceux qui n'émettent qu'à destination des institutionnels. Finalement, on a gardé la différence, mais on a en plus, et donc on a un régime qui est plus léger pour les obligations avec une valeur nominale de 100 000 euros, mais on a également ajouté encore plus de flexibilité. On a prévu que ce régime applicable aux obligations avec une valeur nominale de 100 000 euros serait également applicable à des obligations avec une valeur nominale inférieure, mais qui seront négociées uniquement sur un marché, sur un segment de marché qui ne sera accessible qu'aux investisseurs qualifiés. Alors, ça n'existe pas encore pour le moment. J'imagine que la plupart des marchés vont le créer, mais ça voudra dire aussi qu'on pourra avoir un régime plus light, même si la valeur nominale est inférieure à 100 000 euros, à condition que les mesures soient prises pour que ces obligations ne soient achetées que par des investisseurs qualifiés. En pratique, ça veut dire qu'il y aura plus de flexibilité dans l'allocation des titres, puisqu'avec des valeur nominale de 100 000 euros, on ne peut avoir que des multiples de 100 000 euros. Ce ne sera plus le cas. On pourra avoir des multiples de 1 000 euros. On pourra même avoir des montants donc inférieurs à 100 000 euros, à condition que des mesures soient prises pour que ces titres ne soient négociés qu'auprès d'investisseurs qualifiés. Mais donc là aussi, il y a plus de flexibilité qui sera mise en place. Facteur de risque, grand débat. Pour ceux qui lisent les prospectus, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous, mais vous verrez qu'il y a parfois des tas de facteurs de risque qui n'ont absolument aucun sens, qui sont des trucs qu'on répète de l'un à l'autre, parce qu'on a l'impression que c'est un peu la course à l'échalote. C'est celui qui aura le plus de facteurs de risque qui n'ont parfois aucun sens, qui sera et donc, la Commission, à juste titre, a souhaité limiter. Je pense qu'on avait même, dans un premier texte, on voulait limiter ça à 5 ou à 7 facteurs de risque, ce qui n'est pas nécessairement idéal. Mais enfin, voilà, l'idée, c'est qu'on limite, qu'on choisisse vraiment les facteurs de risque qui sont spécifiques
qui sont importants et spécifiques pour l'émetteur et les titres. Et alors, on va devoir, et ça ne va pas être spécialement plus simple, il y aura plusieurs catégories en fait, de facteurs de risque. J'imagine en fonction du degré de risque, et donc on devra indiquer ces facteurs de risque, dans quelle catégorie ils appartiennent. Mais donc l'idée, c'est vraiment de réduire, de faire en sorte qu'on ait une collection de facteurs de risque qui soit le plus limitée possible. Alors, je pense que le souhait, c'est une très bonne chose. On a intérêt à ce que le prospectus soit le plus pertinent possible pour ceux qui le lisent. Avec un bémol, cependant, lorsqu'on fait des offres, lorsqu'on fait une offre conjointe en Europe et aux États-Unis, on a évidemment intérêt à avoir exactement les mêmes facteurs de risque, parce qu'on ne comprendrait pas qu'on indique certains facteurs de risque lorsqu'on prépare un document à destination des investisseurs américains et qu'on ne les indique pas à l'égard des Européens. Or, il se fait qu'aux États-Unis, on n'a pas du tout cette volonté de limiter, donc il faudra là encore trouver quelque chose qui soit satisfaisant pour tout le monde. Incorporation par référence, pas grand-chose. Il me reste combien de minutes, Monsieur le Président? Il n'en reste plus, mais... Je termine alors par ceci. Non, mais je crois que quelques-unes, ça ira. Je termine par les sanctions, où là, le législateur européen a malheureusement pris un peu je trouve, a considérablement alourdi les sanctions possibles pour ceux qui contreviendraient au règlement prospectus, suivant ça l'exemple de ce qui a été fait pour le règlement abus de marché, dont Philippe Lambrex vous parlera tout à l'heure, et en fait en reprenant un peu, pour la matière de droit financier, le système qui existe en matière de droit de la concurrence. Donc avec des amendes absolument énormes, qui me semblent absolument non justifiées, parce qu'en réalité, toutes ces questions de prospectus n'ont quand même jamais suscité non plus de questions, n'ont jamais suscité de gros problèmes comme peut-être l'ont causé en matière de concurrence. Mais donc, pour les entités juridiques, et là encore, il faudra que les États membres imposent des sanctions, prévoient dans leur droit national des sanctions. Ce qui veut dire en pratique qu'on aura des sanctions différentes dans tous les pays européens. Et donc là, ça va évidemment un petit peu à l'encontre de ce qu'on veut. Ce sera aux États nationaux à les imposer, avec des montants assez énormes, 700 000 € pour les personnes physiques, mais ça veut dire que ceux qui approuvent les prospectus ou ceux qui, au sein des entreprises, donnent leur feu vert pour que le prospectus puisse être distribué, et au sein des banques, d'ailleurs, ceux qui suivent tout ça, pourront avoir un impact sur leur patrimoine personnel quand même assez élevé. Pour les entreprises, ça peut aller jusqu'à 5 millions ou 3% du chiffre d'affaires global. Pour prendre un exemple, la banque BNP Paribas Fortis ici, 3% du chiffre d'affaires global, c'est 3% du chiffre d'affaires de BNP Paribas. Globalement, les sanctions en matière de violation de prospectus deviennent très très lourdes et inutilement lourdes. En plus, ce sont des critères minimaux, et les États membres pourraient décider d'aller plus haut. Alors en plus, et je terminerai par cela, les États membres devront mettre en place des systèmes qui incitent à la délation, c'est-à-dire que si vous pensez que dans votre entreprise, il y a un prospectus qui n'est pas fait conformément au règlement prospectus, vous aurez une ligne de téléphonique pour aller dénoncer vos collègues. Et vous pourriez même recevoir des incentives financiers pour le faire, ce qui, je pense, n'a absolument aucun sens. Voilà, je terminerai par... mais donc, ça, je pense que ça sera un problème quand même. Mais bon, voilà, c'est
c'est pas uniquement lié au règlement prospectus. Je pense que dans le règlement abus de marché, on a le même caractère tout à fait disproportionné et peu efficace, mais voilà. Alors, on a le temps de voir venir les choses, puisque la plupart des dispositions du règlement prospectus ne s'appliqueront que 2 ans après l'entrée en vigueur du règlement, c'est-à-dire 20 jours après sa publication dans le journal officiel, mais pour le moment, il n'y a pas encore de texte prêt à être publié. Mais donc, en toute hypothèse, ceci devrait s'appliquer à partir de mi-2019, ce qui nous laisse un peu le temps de voir venir. Voilà, je termine ici. Vous verrez, il y a quelques slides encore sur le rôle de l'État belge, mais je pense que sur le rôle de la législation belge. Mais je pense que vous l'aurez vu, il y aura certainement du travail pour le législateur belge dans la finalisation de ce règlement prospectus. Voilà, je rends la parole à